L'enveloppe trônait là, ouverte, au beau milieu de la table de la cuisine. On pouvait y lire, en lettres capitales, « Rapport d'oncologie, urgent ». Mais personne n'a rien dit. Mathieu est passé devant 2 fois. La 3e, il a mis son téléphone à charger juste à côté. Chloé a servi le café, disposé les croissants, parlé du prix des avocats. Léa s'est plainte que son jus de fruits était tiède. Et moi, je ne faisais qu'observer, comme si j'assistais à mes propres funérailles depuis l'entrebâillement de la porte. À l'hôpital, le médecin a parlé lentement, comme si peser ses mots pouvait adoucir le choc. « Vous avez besoin de repos, Hélène, et de vous entourer de ceux qui vous aiment. » J'ai ravalé mes larmes, l'espoir, l'envie de hurler. Je suis rentrée à la maison avec l'enveloppe bien en évidence, inutile de la cacher. C'était ma vie là-dedans, vibrant sous l'encre noire, mais personne n'a vu, ou a fait semblant de ne pas voir. Et au fond, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus mal. Être ignorée quand tout ce que je voulais, c'était exister à leurs yeux. Le soir même, je me suis enfermée dans ma chambre. Le son de la télévision venant du salon me transperçait comme des lames. Il riait devant une émission quelconque. Moi, je n'entendais que l'écho de la phrase du médecin. « Évitez le stress, votre corps a besoin de paix. » C'est là que j'ai regardé la porte entr'ouverte. Et j'ai pensé à quelque chose que je ne me savais pas capable de faire. Mais à cet instant, pour la première fois depuis longtemps, je n'allais pas demander la permission. J'allais disparaître et les laisser seuls, avec l'enveloppe. Si des histoires fortes comme celle-ci vous touchent, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Parce que chaque semaine, il y a des vérités qui bouleversent, qui émeuvent et qui peuvent changer votre façon de voir le monde. Je m'appelle Hélène Moreau, 65 ans, ancienne professeure d'art plastique, veuve depuis près d'une décennie, mère d'un fils unique, grand-mère d'une petite fille de 7 ans. Et, dernièrement, personne. Pendant des années, j'ai été la femme qui tenait tout à bout de bras. Celle qui servait la table avant de s'asseoir. Celle qui allait chercher sa petite fille à l'école, même avec de la fièvre. Celle qui disait « tout va bien » quand tout allait mal. Celle qui cuisinait pour 5 et mangeait seule dans la cuisine parce que le salon était déjà trop plein. Je me suis éteinte doucement. D'abord, j'ai arrêté de peindre. Puis, j'ai cessé d'acheter de nouveaux vêtements. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que personne ne m'appelait plus par mon prénom. C'était juste maman, mamie, Madame Moreau. Et parfois, même pas ça. Quand Mathieu s'est marié, je me suis promis de ne pas être le genre de belle-mère qui se mêle de tout. Mais Chloé est le genre de femme qui sourit à moitié et calcule ses mots comme on établit un budget. Trop polie pour être désobligeante. Trop froide pour être bienveillante. Elle ne m'a jamais dit clairement que je dérangeais. Mais chaque silence, chaque assiette laissée sur l'évier, chaque « vous pourriez » me rappelait ma place. Celle de quelqu'un qui a déjà tout donné et qui devrait maintenant s'estimer heureuse d'avoir un toit. On me demande pourquoi je n'ai jamais repris le travail, comme si c'était un choix. Qui va embaucher une femme de mon âge avec des douleurs au dos et un diplôme qui ne vaut plus rien? Alors, je suis restée. Pour aider. Pour ne pas être un poids. Pour continuer à être utile. Mais la vérité, c'est que je suis restée parce que j'attendais encore quelque chose. Un mot, un geste, un « merci maman, sans toi, je ne sais pas ce que je ferais ». Mais ces mots ne sont jamais venus. Et quand le médecin m'a dit que je devais me reposer, j'ai pensé « me reposer de quoi? D'être ignorée ?» Ce jour-là, je suis rentrée différente, en colère, effrayée. Mais surtout, avec un plan. J'ai laissé le rapport là, au milieu de la table, comme on pose une bombe en attendant l'explosion. Mais le silence fut pire. Ils sont passés, ont mangé, ont discuté, et aucun d'eux n'a posé de questions. Et c'est dans ce silence que quelque chose en moi a commencé à se briser ou à se reconstruire. Parce que j'ai enfin compris que ce n'était pas seulement de l'indifférence. C'était une habitude. Ils s'étaient habitués à ne plus me voir, et je les y avais autorisés. Mais ce jour-là, pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais encore le choix, pas sur la maladie, mais sur ce que j'allais faire du temps qu'il me restait. Et j'étais prête à choisir. Je ne voulais pas de vengeance, je voulais du silence, mais un silence différent de celui qui habitait cette maison. Je voulais un silence à moi, fait de vent, de mer, d'absence d'attente. Pendant des années, j'ai désiré des choses simples. Boire mon café encore chaud,
entrer dans la douche sans avoir à demander la permission, utiliser la serviette la plus douce sans entendre dire « celle-là, c'est pour les invités », être une invitée dans ma propre vie. Mais je n'ai jamais osé désirer trop grand. Parce que désirer, pour une femme de mon âge, sonne comme un affront. C'est comme si je devais juste être reconnaissante d'être encore là, tranquille, utile, disponible. Alors, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai organisé des anniversaires. J'ai assisté au spectacle de l'école de ma petite fille. J'ai laissé de l'espace au mariage de mon fils pour qu'il respire, même quand il asphyxiait ma présence. Et à l'intérieur, je rétrécissais, comme un vêtement oublié sur l'étendoir, délavant, s'effilochant. La dernière fois que j'ai peint, c'était il y a 7 ans. Un coucher de soleil. J'ai utilisé une nuance d'oranger que j'avais moi-même créée. Chloé a regardé et a dit « c'est joli. Dommage que ce genre de choses ne se vendent plus vraiment. » J'ai rangé la toile. Je n'ai plus jamais peint. Mais je rêvais. Parfois, entre 2 plats à préparer, j'imaginais un petit atelier avec de grandes fenêtres, des toiles appuyées contre le mur, une bouilloire toujours sur le feu, et personne pour m'appeler maman ou belle-maman. Juste Hélène. C'était ça. Je voulais être moi, à nouveau, me souvenir de ce que je ressentais avant de me sentir obligée. Et plus le temps passait, plus ce désir grandissait en silence. Comme un muscle qui se réveille et redevient douloureux. Après le diagnostic, j'ai passé des nuits blanches. La peur me paralysait. Mais ce qui me faisait vraiment mal, c'était le sentiment que, si je mourais demain, personne ne saurait qui j'avais été. Pas celle que j'étais devenue. Ça, ils le savaient. La cuisinière, la grand-mère, la bonne à tout faire. Mais celle que j'étais avant de me modeler pour tenir dans leurs espaces. Je voulais laisser quelque chose de moi dans le monde. Ne serait-ce qu'une seule œuvre, un seul après-midi de paix. Un endroit où je pourrais m'asseoir sans me sentir coupable. Au fond, ce que je voulais, c'était un nouveau départ, même à 65 ans, même malade, même sans savoir par où commencer. Et c'est là que j'ai vu le prospectus collé sur le frigo. Un hôtel spa, tout compris, en bord de mer, promotion pour les seniors, redécouvrez le plaisir d'exister, disait le slogan. J'ai failli rire. Exister, un mot si simple, mais qui semblait inatteignable. J'ai regardé le prospectus comme on regarde un mirage. Était-ce pour moi? En avais-je le droit? J'ai pensé à 1000 raisons de ne pas y aller, et à une seule pour y aller, j'en avais besoin. Et là, une seconde pensée a traversé mon esprit comme un éclair. Il ne remarquerait même pas mon absence pendant quelques jours. Après tout, il n'avait pas remarqué le rapport, ni posé de questions sur mon rendez-vous, ni voulu savoir ce que « urgent » signifiait sur l'enveloppe. C'était ça. Si personne ne s'en souciait, alors je n'avais pas besoin de me justifier. J'ai commencé à chercher sur Internet avec le son de mon portable coupé. Le site de l'hôtel avait une musique d'ambiance, des gens souriants, des lits blancs, des rideaux dansant avec le vent, des piscines vides, la paix. J'ai réservé, à mon nom, avec ma carte. C'était comme signer un manifeste. Pas de rébellion, mais de survie. Ils étaient dans le salon, à regarder la télé. Moi, dans ma chambre, un écouteur dans une seule oreille, j'écoutais le son numérique de la mer. Dans le formulaire de réservation, on demandait « Avez-vous une condition médicale ?» J'ai hésité à écrire. J'ai pensé à le cacher. Finalement, j'ai tapé « Oui, mais ce n'est pas ce qui me définit. » J'ai cliqué sur « Confirmer » et j'ai pleuré. Pas de peur, pas de culpabilité, mais parce que, pour la première fois depuis des années, je faisais quelque chose qui n'était que pour moi, sans demander, sans expliquer, sans rien donner en échange. Mon désir n'était pas du luxe, ni un statut. C'était la paix, simple et pure. Et à cet instant, là, entre 2 clics, j'ai su que le plus difficile ne serait pas de partir, ce serait de revenir. C'était un mardi ordinaire, du moins en apparence. Le genre de journée qui commence tiède et finit invisible. Je me suis levée avant tout le monde. J'ai préparé le café, posé les uniformes de l'école sur le canapé, préparé le goûter de Léa. J'ai tout fait en pilote automatique, le rapport toujours ouvert sur la table. Je voulais voir si cette fois, quelqu'un remarquerait. Personne n'a remarqué. Mathieu est descendu, le visage collé à son téléphone. Chloé a parlé d'une réunion, du trafic, du lait qui manquait. Léa voulait des crêpes. Je les ai faites. Quand j'ai repris mes esprits, j'avais les mains sales de pâtes, l'estomac noué et le regard vide.
C'était comme si j'étais une application en arrière-plan, toujours là, en fonctionnement. Mais personne ne cliquait dessus. À l'heure du déjeuner, j'ai prévenu. Aujourd'hui, je ne peux pas aller chercher Léa. Je dois aller à l'hôpital. Mathieu a hoché la tête, sans quitter son ordinateur des yeux. Chloé a fait semblant de ne pas entendre. Je suis partie sans dire au revoir. À l'hôpital, l'attente a été longue. Je me suis assise à côté d'une dame qui lisait un polar, le marque-page tremblant entre ses doigts. Elle m'a offert de l'eau. Première gentillesse de la journée. Le médecin m'a reçu avec un sourire fatigué, le docteur Bernard. Il a parlé bas, avec précaution, comme quelqu'un qui sait qu'il touche une plaie. C'est malin, Madame Moreau. Mais c'est au début. Nous allons agir avec calme, j'ai dégluti. Je vais mourir, il a souri légèrement. Non, mais vous allez devoir changer votre façon de vivre. Évitez le stress, soignez votre alimentation, repos, tranquillité. Votre corps a besoin de paix pour se battre. La paix, encore ce mot, comme s'il était facile de la trouver sous la pile d'assiettes sales dans ma cuisine. Je suis rentrée plus tard que d'habitude. En entrant, j'ai senti une atmosphère lourde. Léa était assise sur le canapé, boudeuse. Chloé, les bras croisés. Mathieu, le front plissé. « Vous avez oublié Léa à l'école ?» a lancé Chloé, avant même que je ferme la porte. « J'avais prévenu que j'avais un rendez-vous » ai-je répondu en retirant mes chaussures. « Un rendez-vous qui dure 5 heures ?» a complété Mathieu. J'ai dû quitter une réunion pour aller la chercher. Chloé était indignée. J'étais à l'hôpital. J'ai passé des examens. Ma voix était basse, mais ferme. Vous auriez pu prévenir, a dit Mathieu, comme si j'étais partie me promener. Je suis restée figée au milieu du salon. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne ne m'a regardé dans les yeux. Vous avez vu le rapport sur la table ? Silence. Léa m'a regardée, confuse. Mathieu s'est gratté la nuque. Chloé a fait un pas en arrière. Vous l'avez vu et vous l'avez ignoré, on pensait que c'était juste un examen de routine. Mathieu a détourné le regard. Oncologie, urgent, ça vous semble être une routine ? Encore le silence. Celui qui crie. Chloé s'est raclé la gorge. Écoutez, on comprend que vous soyez sensible, mais ici, c'est une maison avec une enfant. Tout le monde a des responsabilités. Responsabilité. Ce mot m'a donné la nausée. Comme si j'étais une employée qui avait abandonné son poste. Comme si prendre soin de moi était de la négligence. J'ai tourné les talons. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte doucement. Et là, assise au bord du lit, avec le bruit de la télé venant du salon, j'ai pris ma décision. Je n'allais plus attendre. Ni l'empathie, ni le respect. J'ai ouvert l'armoire. J'ai pris une petite valise. J'ai mis 3 tenues, mes médicaments, une paire de sandales. Dans le miroir, je me suis regardée 1 seconde. La femme qui me faisait face en avait assez. Avant de partir, j'ai laissé de nouveau le rapport sur la table. Cette fois, avec un stylo dessus. Juste 3 mots surlignés. Éviter stress immédiat. J'ai pris mes clés. Je suis partie de la maison sans rien dire. Pas de mots. Pas d'adieu. Je suis allée directement à la gare routière. J'ai acheté le billet, la main tremblante. L'hôtel était à 3 heures de là. J'avais fait la réservation sur Internet, en secret. Pendant que le bus filait sur l'autoroute, j'ai ressenti une paix étrange. Comme si je fuyais un incendie. Ou que je courais enfin vers l'air pur. Dehors, le ciel commençait à s'assombrir. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'éclaircissait. Peu à peu, comme un lever de soleil vu de l'intérieur. 3 jours. C'est le temps que j'ai passé dehors. 3 jours pendant lesquels personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de message. Pas une question. Pas un « tu vas bien ?» C'était comme si je m'étais évaporée. Ou comme si mon absence était un soulagement. L'hôtel était simple, mais il avait tout ce dont j'avais besoin. La paix, le silence. Et une vue sur la mer qui semblait laver l'âme. La première nuit, j'ai dormi 11 heures d'affilée. La deuxième, j'ai plongé dans la piscine les yeux fermés. La troisième, j'ai peint. Une petite toile, improvisée avec ce que j'ai trouvé au marché artisanal local. J'ai utilisé mes mains, comme je le faisais quand j'étais jeune. Le résultat était maladroit, mais c'était le mien, tellement le mien que j'ai pleuré en silence. Le matin du 4e jour, je suis rentrée. Pas par envie, mais parce que je devais récupérer mes papiers et, peut-être, les regarder dans les yeux, ou confirmer ce que je savais déjà. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé la maison en plein chaos. La vaisselle accumulée, des restes de nourriture dans l'évier,
Léa pieds nus, regardant un dessin animé, le visage barbouillé de chocolat. Chloé est apparue dans la cuisine, l'air renfrogné. Mathieu était sur le canapé, chemise froissée, des cernes profonds. « Tu es rentré ?» a-t-il dit, sans se lever. Je n'ai pas répondu. Je suis entrée, j'ai posé mon sac sur la chaise. L'enveloppe était toujours là, ouverte, au même endroit. « Vous ne trouvez pas que vous avez exagéré ?» a demandé Chloé, appuyée contre le chambranle de la porte. Je suis restée silencieuse. Partir comme ça, sans prévenir. Ce n'est pas le comportement d'une personne responsable, maman, a complété Mathieu comme s'il m'apprenait quelque chose. J'étais à l'hôpital, j'ai eu un diagnostic, et vous l'avez ignoré. On a vu le rapport, mais on a pensé que ce n'était pas si grave. Chloé a esquissé un sourire gêné. Je l'ai laissé là exprès. Je voulais voir si vous vous en souciez. C'est de la manipulation émotionnelle, maman, a rétorqué Mathieu. Tu voulais nous tester ? Je l'ai regardé. Mon fils, le garçon que j'ai élevé avec tant d'efforts, que j'ai emmené aux urgences en pleine nuit, que j'ai défendu à l'école quand personne ne croyait en lui. Non. Je voulais que vous remarquiez que je suis malade. Silence, dense, tranchant. Chloé a croisé les bras. Écoutez, avec tout le respect que je vous dois, personne ici n'a le temps pour le drame. On a la tête pleine de soucis. L'entreprise de Mathieu est en crise. Léa a des difficultés à l'école. Et moi, j'existe aussi. J'ai aussi une vie, un corps qui tombe malade, un cœur qui se fatigue. Mathieu s'est levé. Le ton est monté. Tu trouves ça juste de nous jeter tout ça à la figure maintenant ? Je n'ai rien jeté. Je voulais juste qu'on me regarde. Qu'on te regarde ? Pour l'amour de Dieu, maman. Tu vis dans cette maison, tu manges ici, tu ne paies pas de facture, et tu veux encore plus d'attention ? Ça m'a blessée, d'une manière que même le rapport n'avait pas réussi à faire. Tu es en train de dire que, parce que je ne paie pas de facture, je ne mérite pas qu'on prenne soin de moi ? Je dis que tu es devenue une charge, que maintenant, avec Chloé qui est débordée, avec Léa qui grandit, tu devrais aider, et non pas disparaître. Chloé a acquiescé, comme pour approuver. C'est ça. Vous commencez à devenir un problème, Madame Moreau. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Léa est apparue à la porte, sa poupée à la main. « Mamie, pourquoi tu n'as pas fait mon jus de fruits ?» Personne n'a remarqué, mais mes yeux se sont remplis de larmes, parce que même ma petite fille avait appris à n'attendre de moi qu'un service, jamais une présence, jamais de l'affection. Je suis retournée dans la cuisine, en silence. J'ai pris un verre, j'ai ouvert le frigo. Pas un fruit, pas d'eau fraîche. Le verre m'a glissé des mains. Il est tombé par terre, en 1000 morceaux. Chloé a accouru. « Attention, ça va blesser Léa !» a-t-elle crié. Elle n'a pas demandé si j'allais bien, si je m'étais coupée, si ça faisait mal. Elle a juste protégé le sol, l'enfant, l'ordre, mais pas moi. Je me suis agenouillée pour ramasser les débris, les mains tremblantes, les yeux embués. Et là, au milieu de la saleté, j'ai pensé, voilà ce qu'il reste de moi, des morceaux, invisibles, jetables. Quand je me suis relevée, Mathieu était déjà retourné sur le canapé. Chloé passait l'aspirateur. Léa retournait à son dessin animé. Et moi, je suis allée dans ma chambre, seule, comme toujours. J'ai fermé la porte et j'ai su, à cette seconde, que la femme qui était entrée dans cette maison 3 jours plus tôt n'existait plus. J'ai fermé la porte de la chambre doucement, comme si un mouvement brusque pouvait me faire m'effondrer pour de bon. J'ai appuyé mon dos contre le bois et je me suis laissé glisser jusqu'au sol. Là, entre le lit mal fait et l'armoire entr'ouverte, j'ai ressenti une absence étrange. Comme si la maison ne m'appartenait plus, ou pire, comme si elle ne m'avait jamais appartenu. J'ai respiré profondément. Je voulais pleurer, mais les larmes ne venaient plus. Pas par fierté, par épuisement. Il y a un point où la douleur cesse de crier pour se mettre à murmurer. Et ce murmure fait plus mal, parce qu'il est continu, intime, parce qu'il est à soi. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti la lettre du médecin. Je l'ai relue, mot pour mot, comme on relit une sentence. Évitez le stress. Votre corps a besoin de tranquillité. Votre système immunitaire a besoin de soutien émotionnel. J'ai ri. Un rire sec. Presque un sanglot. Soutien émotionnel. Dans ma maison, le soutien émotionnel, c'était moi. Pendant des années, j'ai été l'oreiller des autres. Le refuge, l'épaule, le mur qui soutenait tout. Mais qui soutenait le mien ? Je me suis levée lentement. Je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me fixait semblait plus vieille que la dernière fois. Les yeux creusés, la bouche tremblante.
Une nouvelle ride au coin du front, ou peut-être une cicatrice. De celle qui a trop écouté et a été trop peu entendue. Je me suis assise sur le lit, j'ai pris mon portable. Aucun message de « Maman, désolée ». Aucun « Tu as besoin de quelque chose ?» Aucun « Comment vas-tu ?» Silence numérique, comme si mon absence avait déjà été classée. J'ai ouvert le dossier des photos, une ancienne, moi et Mathieu, quand il portait encore des couches. Nous étions dans un petit parc. Je souriais, lui dans mes bras, un large sourire, des yeux vifs. J'ai fermé. L'image du présent faisait plus mal. J'ai pris un vieux carnet où je notais des recettes et des listes de courses. Sur la dernière page, j'ai tracé une ligne. D'un côté, j'ai écrit « Tout ce que j'ai donné ». De l'autre, « Tout ce que j'ai reçu ». J'ai commencé à écrire « Temps, soins, nourriture, lessive, rendez-vous médicaux, réconfort, argent, patience, effort, présence ». De l'autre côté, reproche, mépris, silence, indifférence, méfiance, ingratitude. J'ai fermé le carnet, je me suis levée, je suis allée vers la valise. Elle était toujours là, dans un coin. Je l'ai ouverte, j'ai sorti les vêtements, je les ai pliés avec soin, je les ai rangés dans l'armoire. Mais j'ai mis un vêtement de côté, une robe à fleurs, la même que j'avais portée au dernier anniversaire de Léa. À cette fête, Chloé ne m'avait même pas appelée pour la photo de famille. J'ai posé la robe sur le lit. À côté, les chaussures plates, les petites boucles d'oreilles, le rouge à lèvres rose pâle. C'était ce que je porterais le lendemain matin. Pas pour aller au marché, ni à la pharmacie, ni chercher ma petite fille. Mais pour partir, pour de vrai. Je me suis souvenue de l'hôtel, de l'odeur de la mer, du bruit des feuilles, de l'eau sur mes pieds. Là-bas, j'étais Hélène. Pas mamie, pas maman, pas un fardeau. Hélène. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Juliette, l'infirmière que j'avais rencontrée par hasard à la piscine. « Oh, Madame Moreau !» a-t-elle répondu avec enthousiasme. « Juliette, cette place à l'atelier de l'hôtel, est-elle toujours disponible ?» Silence de l'autre côté. « Oui, elle l'est. Vous songez à accepter ? Je songe à vivre. Et peut-être à peindre. » Juliette a ri. Mais pas de moi, avec moi. Comme si elle savait exactement de quoi je parlais. « Ce sera un honneur de vous avoir de nouveau parmi nous. » J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie désirée. Pas comme une main-d'œuvre, mais comme une présence. J'ai pris une feuille. J'ai écrit à la main une courte lettre. « Mathieu, il faut que je parte. Je ne fuis pas. Je me choisis. J'espère qu'un jour tu comprendras la différence. » J'ai signé de mon nom complet. Hélène Moreau. Pas ta mère. J'ai plié la lettre. Je l'ai laissée sur la table, à côté du rapport. J'ai remis le stylo dessus. Mais cette fois, j'ai souligné une phrase différente. La tranquillité peut vous sauver la vie. J'ai fermé la porte de la chambre. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était ouvert en grand, comme une blessure qui, enfin, décide de cicatriser. Et cette fois, sans demander la permission. Le soleil n'avait pas encore touché le balcon quand j'ai fermé ma valise. Cette fois, sans tremblement dans les mains. Sans doute, sans hâte. J'ai enfilé la robe à fleurs. J'ai mis le rouge à lèvres rose pâle. Et j'ai arrangé mes cheveux comme je le faisais quand je me préparais à donner mes cours. Quand on me regardait encore dans les yeux, quand ma voix avait encore du poids, je suis sortie de la chambre d'un pas ferme. La maison dormait encore. Le silence semblait complice. Sur la table, j'ai laissé la lettre, le stylo, le rapport, tout au même endroit, mais avec une différence cruciale. Maintenant, je n'attendais plus qu'il voie. Je laissais pour laisser, pas par espoir. J'ai ouvert la porte et j'ai laissé la brise du matin me caresser le visage. L'odeur du pain de la boulangerie du coin mêlée à la rosée fraîche. C'était la première fois, depuis longtemps, que je respirais profondément, sans sentir un poids sur ma poitrine. J'ai pris un taxi. J'ai donné l'adresse de l'hôtel. Pas de gare routière, pas de bus. Cette fois, j'y suis allée directement. Sur le chemin, le chauffeur a tenté d'engager la conversation. J'ai peu parlé, mais j'ai souri. Et il m'a souri en retour. En arrivant au portail de l'hôtel, Juliette m'attendait. « Madame Moreau », a-t-elle dit, en ouvrant les bras comme on accueille quelqu'un de la famille. Je n'ai pas pleuré. Mais de peu. Elle m'a conduite à ma nouvelle chambre. Pas la même que la première fois. Une plus grande. Avec un balcon. Et une petite toile vierge appuyée contre le mur. Vous vous souvenez m'avoir dit que vous peigniez ? J'ai pensé que ça pourrait vous inspirer. J'ai touché le bois du cadre. L'odeur de la peinture encore fraîche. Merci Juliette.
Il y a autre chose, a-t-elle dit, un peu timide. Monsieur Olivier, il est responsable des événements culturels ici. Votre histoire l'a beaucoup touché. Il a dit que, si vous le souhaitez, vous pouvez participer à un programme pilote, une sorte de résidence d'artistes ici à l'hôtel, avec hébergement gratuit, atelier privé et des expositions. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal compris. Des expositions? Oui, vos toiles. Monsieur Olivier a vu une esquisse que j'avais laissée à la réception. Il a dit que ça avait de la force, que c'était honnête et qu'il voulait vous rencontrer. Je me suis assise. J'ai regardé par la fenêtre, des oiseaux sur le fil électrique, la mer, lointaine mais visible. Quelqu'un voulait me rencontrer, pas pour me juger, pas pour exiger, mais pour me voir. Juliette a continué de parler, enthousiaste. Je l'écoutais, mais à l'intérieur, quelque chose s'allumait. Une étincelle, un fragment d'identité qui revenait à la surface. Elle est partie, me laissant avec la toile. J'ai pris les pinceaux que j'avais apportés de mon premier voyage. Je les avais gardés comme on garde un souvenir. Mais maintenant, ils retrouvaient leur fonction originelle, créer. J'ai mélangé les couleurs, sans réfléchir, juste en ressentant. Et soudain, j'étais de retour. La jeune fille de 16 ans qui peignait en cachette au fond du jardin. La professeure de 30 ans qui enseignait les couleurs à des enfants timides. La femme de 65 ans qui avait été oubliée, mais pas anéantie. Les couleurs sont nées d'elles-mêmes. Elles ont explosé sur la toile comme si elles avaient toujours été là, en attente. Comme moi, quand j'ai terminé le premier tableau, je n'ai pas pleuré. J'ai souri, parce que c'était beau, et parce que c'était à moi. En fin d'après-midi, Juliette est revenue avec une surprise. « Madame Moreau, nous avons une visiteuse. » Mon cœur s'est emballé. Une seconde, j'ai cru que c'était Mathieu. Mais non, c'était une autre femme, élégante, cheveux gris bien coiffés, sourire aimable. « Bonjour, je suis Isabelle Garnier, conservatrice de la galerie Marée Haute. Olivier m'a parlé de vous. Je n'ai pas pu parler. » Elle est entrée. À regarder mes toiles, il y en avait déjà 3. Il y a une belle tristesse dans votre travail, mais il y a aussi de la vie, de la dignité. Elle m'a regardée. « Vous vendez ?» Je suis restée silencieuse. Pas par peur, par incrédulité. « Pouvons-nous discuter ?» a-t-elle dit. « J'ai une proposition. » Ce soir-là, nous nous sommes assises à la terrasse du restaurant de l'hôtel. Du vin, du poisson grillé et un contrat. Elle voulait mes œuvres dans sa galerie. 3 toiles par mois. L'exclusivité et un paiement d'avance. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, Madame Moreau. Mais ce que vous avez est rare. J'ai signé, les mains fermes, avec le sentiment d'être enfin à ma place. Quand je suis montée dans ma chambre, le contrat en main, j'ai vu que j'avais un message sur mon portable. Mathieu. « Maman, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas simplement disparaître. Léa a demandé après toi toute la journée. » Pour la première fois, j'ai souri en voyant son nom. Mais pas par nostalgie. Par paix, j'ai pensé à répondre. Mais avant, j'ai effacé la notification. Parce que, pour la première fois, ma réponse ne serait pas un mot. Ce serait une absence, choisie, consciente et définitive. Les jours suivants, ma vie a pris un rythme que j'avais oublié. Je me réveillais au son de la mer entrant par la fenêtre. Je prenais mon café lentement, observant les feuilles se balancer au vent, comme si chaque matin avait quelque chose de nouveau à dire. Je peignais, des heures durant. Parfois, sans bouger. Parfois, en m'autorisant à m'allonger sur le sol pour regarder la toile d'en bas. Une perspective que je ne me serais jamais permise dans cette maison où chaque geste semblait un bruit. Ma première exposition était fixée pour dans 2 mois. Olivier, gentil, discret, un homme à la voix calme et au regard attentif, m'accompagnait dans les préparatifs. « Votre travail a plusieurs couches, Hélène, » disait-il. « De la douleur, oui, mais aussi une délicatesse qui semble venir d'un lieu bien plus profond. » J'écoutais en silence. Et je peignais davantage. Le 3e dimanche, un couple s'est approché de la terrasse de l'atelier. « C'est vous qui avez peint ça ?» a demandé la femme, en montrant la toile où un corps féminin se défaisait en couleur dans une pièce sombre. J'ai acquiescé. « C'est moi », a-t-elle dit. Elle a acheté le tableau, a payé sans négocier, a dit qu'il lui rappelait qui elle était avant son mariage. J'ai souri. Et dans ce sourire, j'ai compris quelque chose que je ne savais même pas attendre. Être reconnue. Pas comme mère, pas comme celle qui servait les plats, mais comme auteure, créatrice, femme. Je suis devenue un sujet de conversation parmi les résidents. Certains venaient en voir mes toiles,
D'autres, juste s'asseoir et discuter. Une dame nommée Martine a commencé à me rendre visite tous les après-midi. Nous échangions nos histoires. Elle était une ancienne banquière, divorcée, mère de 2 grands-enfants qu'il avait aussi mises de côté. Elle riait facilement. Et quand elle riait, elle semblait rire aussi pour toutes les fois où elle avait pleuré en cachette dans la salle de bain, comme moi. « Vous savez ce qui est le plus triste, Hélène ?» m'a-t-elle dit un soir. « On met du temps à comprendre qu'on n'a pas besoin d'être aimé par ceux qui ont choisi de nous oublier. » Ces mots sont restés en moi. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon portable. Il y avait 18 messages de Mathieu. Certains longs, d'autres courts. Mais tous avec le même ton, l'inquiétude mêlée de reproches. « Est-ce que tu vas revenir ? Ce n'est pas juste de laisser Léa comme ça. On traverse des difficultés ici. Chloé ne va pas bien. J'ai besoin de toi. Maman, où es-tu ? » J'ai soupiré. Les larmes me sont venues aux yeux. Mais pas de culpabilité. De deuil. Le deuil de la femme que j'avais été. Celle qui effaçait ses désirs au nom de la stabilité des autres. Celle qui se taisait pour éviter les conflits. Celle qui souriait quand elle voulait disparaître. Je n'étais plus elle. Et je savais que, si je répondais, il me ramènerait en arrière. Pas par méchanceté, mais par commodité. Alors, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai bloqué son numéro. Oui, bloqué. Et ce fut libérateur. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la galerie. Isabelle veut élargir notre partenariat. Plus de toiles, plus d'expositions. Et une proposition. Un voyage en Europe pour participer à un cycle d'artistes femmes de plus de 60 ans. J'ai ri. Un vrai rire. Comme je n'avais pas ri depuis des années. L'Europe. Ce mot qui, dans ma jeunesse, était synonyme de rêve lointain. Maintenant, c'était réel. J'ai touché la toile vierge, déjà esquissée d'une nouvelle œuvre. Et j'ai dit oui. Cet après-midi-là, Juliette est venue me voir. Elle apportait une commande, une nouvelle boîte de peinture et de pinceaux importés. Un cadeau d'Olivier. Il a dit qu'il voulait voir jusqu'où votre art pouvait aller. Jusqu'où je veux, n'est-ce pas ? Elle a souri. Exactement. Après son départ, je me suis assise par terre, le soleil filtrant à travers les rideaux. J'ai regardé autour de moi. La chambre n'était pas luxueuse, mais elle sentait la liberté. Et là, j'ai réalisé quelque chose qui m'a donné des frissons. Ma maison ne me manquait pas. Ni Mathieu, ni Léa, ni la routine que j'avais. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que, enfin, je m'aimais aussi. Et m'aimer ne pouvait plus être quelque chose qui venait en dernier. J'ai pris le vieux carnet de recettes. Au dos, j'ai écrit « Si j'avais attendu qu'on m'aime d'abord, je ne me serais jamais trouvée. » J'ai signé Hélène Moreau, artiste, survivante, entière. Et j'ai fermé le carnet comme on ferme un cycle. Mais avant de le ranger, j'ai souri. Parce que, cette fois, la fin n'était pas une fin. C'était un début. Et pour la première fois, je savais exactement qui j'étais. Profitez-en pour me dire dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Je lis tout avec attention et je réponds à chacun. C'est comme ça qu'on se connecte vraiment. La nuit tombe complètement. Les lanternes de l'hôtel s'allument, se reflétant sur les fenêtres comme des regards. Je marche lentement sur la pelouse jusqu'à la galerie improvisée, où mes toiles s'empilent, fières. Le vent apporte une odeur de sel, et je sens chaque goutte de sueur sécher sur mon visage. La porte en verre grince quand je la pousse. Il y a du monde. Des résidents, des visiteurs, Juliette, Olivier, Isabelle. Tous silencieux, avec des regards qui mordent la nostalgie. Je vois ma robe à fleurs suspendue près de l'entrée, sous une lumière indirecte, des ombres amies, mes tableaux alignés sur les murs, sang et couleur, douleur et naissance. Une vie qui a toujours existé, mais que personne n'a voulu voir. Je danse entre eux. Chaque toile est un morceau de moi oublié. Je touche le bois, j'observe la texture des peintures. Je trouve le portrait où j'ai peint mes mains serrant l'enveloppe du rapport. Mes lèvres tremblent. Mathieu est là, au fond. Chloé aussi. Léa tient la robe à fleurs que je portais à l'hôtel. Les yeux de la petite brillent. Le silence est lourd. J'avale ma salive. Il s'avance. Olivier présente. Voici Hélène Moreau, une femme qui a refusé de disparaître. On applaudit. Certains pleurent. Je me sens exposée et pour la première fois, honorée. Mathieu me regarde, la voix tremblante. « Maman, j'ai cru que je t'avais perdue. » Je respire profondément. La gorge sèche. Je pense à la porte fermée, à la valise oubliée, aux débris de l'assiette, aux jours silencieux, au poids que j'ai porté. « Tu as vu le rapport ?»
Je demande. Il détourne le regard. Chloé serre la main de Léa. Je continue. Vous l'avez vu et ignoré. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le silence. Isabelle sourit doucement. Olivier hoche la tête. Juliette se place à mes côtés. Je crois que... commence Mathieu, mais sa voix se brise. Chloé soupire. Vous ne pensez qu'à vous maintenant. Je savoure les mots, sans rire. Oui, j'y ai pensé, parce que j'ai choisi d'exister à nouveau. Léa laisse tomber la robe. Elle court vers moi, me serre dans ses bras. Je la presse contre ma poitrine. L'odeur de ses cheveux d'enfant m'envahit. Je sens la chaleur de sa présence. Mathieu recule de 3 pas. « Tu veux me pardonner ?» demande-t-il, risquant le tout pour le tout. Je le regarde. Je vois l'homme façonné par mes mains. Je sens le garçon que j'ai porté dans mes bras. Le passage des années comme un pinceau qui efface les couleurs. Oui, mais ça n'efface pas tout. Et ça ne recommence pas tout. Chloé pince les lèvres, m'embrasse sur le front, rapidement, presque imperceptiblement. Olivier me tend un micro. Il veut que je parle à tout le monde. Cœur battant, la voix tremble, mais les mots sortent du cœur. Je dis, j'ai peint ce que vous faisiez semblant de ne pas voir. Vous avez réduit au silence mon rapport, mon corps, ma peur. Mais la peinture ne ment pas, la couleur expose, le murmure grandit. Des larmes, des applaudissements timides. Léa me tient la main. Chloé aussi. Mathieu déglutit. Je vois mon propre reflet dans une lampe. Cheveux gris, traits marqués, un corps qui tremblait de peur. Et je suis toujours là. Isabelle me tend des enveloppes blanches. L'une, un contrat de vente pour des galeries. L'autre, un prix pour les artistes seniors. Argent d'avance, reconnaissance réelle. C'est à vous, murmure Olivier. Je prends les papiers, les mains fermes. Le poids qui me courbait depuis des années semble disparaître, soudainement. Comme si chaque signature arrachait un nœud dans ma poitrine. Je fais une pause. Le vent fait claquer un drapeau léger. Des oiseaux sur le fil. Des cloches lointaines. La mer frappe les rochers au loin. Tout cela chante une victoire. Silencieuse, mais puissante. Mathieu entre dans le cercle. Prends ma main, maman. Pardonne-moi, dit-il tout bas. Pardonne à celui qui a réduit au silence celle que tu étais, dis-je. Mais merci d'être venu. Chloé sourit, mais les yeux sont rouges. Je ne savais pas, murmure-t-elle. Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'ils savent maintenant. Léa court, grimpe sur mes pieds, m'embrasse sur la joue. Mamie, je t'aime, dit-elle. Ma bouche tremble. Je t'aime aussi, ma princesse. J'explose d'émotion. Pas par drame, mais par don. Celui de me permettre de tout ressentir. Nous marchons ensemble vers le centre. Isabelle me propose « Hélène, exposez ces toiles dans le salon principal demain. Tout le monde viendra. Je veux que le monde voie. » Mon corps est parcouru d'un frisson d'attente, de joie, de peur, parce qu'il y a encore beaucoup à cicatriser. « Je le ferai », je réponds. Ils applaudissent, s'émeuvent, me caressent le bras. Je regarde l'enveloppe vide que je gardais encore dans ma poche. Le rapport. Je pense, il est resté là pour garantir que je ne redevienne plus jamais invisible. Je dis à voix haute, si je meurs demain, qu'ils sachent qui j'ai été. La mer envoie une forte brise. Le son entre par les fenêtres. La robe se balance. Léa rit. Chloé me prend par le bras. Mathieu me regarde fixement. Sur son visage, je lis le remords. L'intérêt. Un amour jamais exercé. Je lève l'enveloppe. Personne ne décidera plus pour moi. Je murmure. Le public se rassemble. Ils veulent voir mes œuvres, me demandent mon nom, mon histoire, et je raconte. Chaque coup de pinceau, chaque nuit sans sommeil, chaque larme cachée, je veux qu'ils voient, qu'ils sentent, qu'ils reconnaissent. Et, quand l'horloge sonne minuit, quelque chose se produit. Une femme dans un coin, dont le visage m'est inconnu, applaudit si fort que ça résonne. Lucas, l'ami de Mathieu, que Chloé voulait me présenter à la hâte si souvent, se lève derrière elle. Il tient quelque chose, du papier, une enveloppe, de vieilles photographies, des images de l'époque où j'enseignais encore l'art. Il regarde toute la galerie, les doigts tremblants. J'ai trouvé ces photos au grenier. Il montre. Tu peignais depuis que tu étais toute petite, Hélène. Tu ne me l'as jamais dit. Tout le monde se tait. J'avale ma salive. Il devait savoir, dis-je. Mais c'est mieux maintenant. Léa saute sur le comptoir, prend les photos. Mamie. Elle sourit. Le silence s'étire. Le vent soupire. Je vois les tableaux, les photos, le rapport. Tout est exposé et je découvre,
à cet instant, que le plus difficile n'a pas été de faire en sorte qu'il me voie. Le plus difficile, maintenant, serait d'accepter qu'il m'aime. En retour, la galerie résonnait d'applaudissements étouffés. Des lumières douces éclairaient les tableaux, les visages, chaque geste. Je suis resté au centre, le contrat en main, la respiration rythmée, le cœur lourd d'attente. Mathieu s'est approché le premier, pas lent, yeux embués. Chloé derrière lui, tenant Léa par la taille. La petite glissait entre les grands doigts de sa mère. Elle était embarrassée. Ou timide, ou peut-être les deux. « Maman », a-t-il dit, la voix brisée. Je ne savais pas qu'ignorer pouvait faire si mal. Je suis restée silencieuse. J'ai regardé le plafond, j'ai cherché un mot qui justifierait le silence. Mais le silence est aussi un envol parfois. J'ai laissé la douleur parler pour nous. Une dame dans le public a essuyé une larme. Un autre invité tenait le bras de son mari, serrant, comme si le monde chancelait. Isabelle, à mes côtés, a touché mon épaule. Olivier a respiré profondément, comme s'il revenait d'une bataille silencieuse. Et c'est là que Chloé a parlé. « J'ai cru que je te protégeais », a-t-elle dit, presque en chuchotant. L'air s'est figé. « Protéger ». Un mot qui me déchirait. Protéger de quoi? De ta propre incapacité? De ta faiblesse? Elle s'est restée muette. Léa a tiré sur sa robe. Mathieu l'a regardée. Il s'est excusé un peu plus tard, la voix basse. « Je voulais te demander, savoir comment tu allais, mais j'avais peur d'entendre. Tout était si compliqué. » Elle m'a regardée. J'ai vu de l'incertitude dans ses yeux et une culpabilité qui semblait peser des tonnes. « Vous savez, j'ai toujours pensé, » ai-je dit, d'une voix ferme, que l'amour d'un fils est silencieux, qu'une mère devrait tout supporter, que respecter, c'était ne rien demander. Un murmure a parcouru l'assemblée. Certains ont acquiescé, certains ont embrassé le visage de leur compagne. D'autres ne pouvaient pas regarder. L'amour d'un fils ne peut pas être ça, ai-je continué, de disparaître pour préserver la paix. Mathieu a serré les poings, a respiré profondément. Il a regardé autour de lui, comme s'il voyait pour la première fois la maison que nous occupions. « Maman, j'ai eu tort », a-t-il dit. « J'ai eu peur de te poser la question, de te blesser, mais encore plus peur de te perdre. » Chloé a pleuré. Ses mains tremblaient. « Je pensais que si je parlais, tu t'éloignerais encore plus », a-t-elle murmuré. « Tu as vraiment cru que mon silence était un recul ?» ai-je demandé en regardant la toile derrière eux. C'était juste un cri. Léa a couru vers moi, s'est enroulée autour de mes jambes. « Mamie, je suis fière de toi », a-t-elle dit. Une enfant en savait plus sur la dignité que je ne l'imaginais. Isabelle s'est levée. « Hélène, votre art ira dans la salle principale demain. Toute la ville le verra. » Et j'ai pensé à la ville. J'ai pensé aux visages qui n'avaient jamais prononcé mon nom. J'ai pensé aux voix qui me saluaient, mais ne demandaient jamais rien. « Qu'ils voient », ai-je dit en murmurant, « qu'ils voient que je ne disparais pas. » Quelqu'un dans le public a crié « Vous nous avez inspirés », sourire tremblant. Les larmes coulaient librement. Mathieu a pris Chloé dans ses bras. Ils se sont regardés. Et, au centre, j'étais entière. Isabelle s'est approchée avec une enveloppe. « Hélène, c'est une proposition internationale. Ils veulent emmener votre œuvre à New York. » Le sol a semblé s'ouvrir légèrement. Nouvelle échelle, nouvelle lumière. « Je le voudrais », ai-je dit, mais seulement si c'est pour moi. Olivier a pris ma main. « Tout pour vous, toujours. » Ce fut le contact qui a mis fin à des années de silence. La chaleur a résonné. Quand la soirée s'est terminée, j'ai traversé la galerie vide. Le son de mes pas résonnait. J'ai regardé chaque toile, chaque coup de pinceau. La robe à fleurs était toujours suspendue près de la porte vitrée. La mer était visible à travers les hautes fenêtres. La lune se reflétait sur les vagues. J'ai senti le vent froid sur mon visage. Puis j'ai pensé, je n'ai pas besoin d'un câlin. J'ai besoin d'être respectée. J'ai besoin qu'on me voie sans pitié. Dans le salon, un nouveau tableau, mon autoportrait. J'ai représenté ma silhouette de dos, mais avec le visage projeté dans une lumière dorée. Mes cheveux courts dansant comme des flammes, la mer en arrière-plan. Le rapport presque visible, factuel, dans les ombres, comme une cicatrice. Chloé est entrée, s'est arrêtée devant. Léa lui tenait la main. Mathieu était derrière. Elle a lu la plaque « Autoportrait, résilience en couleur ». Elle m'a regardée, sans mots, juste le corps penché, la tête basse. « C'est vous qui avez peint ça ?» a-t-elle demandé, la voix entrecoupée. J'ai acquiescé. « Je veux comprendre », a-t-elle dit. Je comprends maintenant que je ne voyais pas seulement ce qui était visible. Le public avait disparu. Il n'y avait plus que nous.
tous les trois. Mathieu a dégluti. « Pardonne-moi, maman. Je t'aime », a-t-elle murmuré. Léa a souri, m'a embrassé la main. La mer au dehors chuchotait, la lune entre les nuages. La galerie silencieuse, seulement le souffle du vent. C'est là que j'ai senti que quelque chose de grand avait changé. Il ne pourrait plus faire semblant. Parce que ce soir-là, je suis devenue visible à mes propres yeux. Et au leur. Et au lever du jour, je suis restée dans ma chambre, à regarder les vagues. J'ai jugé ma vie jusqu'alors. J'ai jugé mon silence. J'ai jugé chaque fois que j'ai cessé d'exister pour que les autres se sentent complets. Mais dans leurs yeux, j'ai vu la reconnaissance, une ébauche de regret, une possibilité de reconstruction. Et ça a rendu le monde moins lourd. Le contrat sur la table, les toiles propres, la salle pleine de couleurs, tout cela était la preuve. J'ai découvert que la justice émotionnelle n'exige pas une victoire au tribunal. Elle exige la vérité, elle exige la présence, elle exige la lumière. Quand j'ai fermé les yeux et respiré profondément, j'ai pensé, même si le cancer vient avec ses douleurs, même si la maladie insiste, plus rien ne m'ôtera ma dignité. Parce que la dignité, celle-là, je l'ai retrouvée. Je ferme les yeux. L'odeur de la mer encore sur ma peau. La robe à fleurs que j'ai portée à l'inauguration repose sur la chaise de l'atelier, pliée avec soin. Chaque pli ramène le tremblement de ses mains, le nœud dans l'estomac, la brûlure du silence que j'ai dû supporter. Je pense aux années où le rapport était visible, à ces matins où le soleil envahissait le salon, mais mon cœur restait sombre. Aux jours où j'ai cuisiné des quantités infinies de nourriture, lavé le linge, fait les lits, pris soin de toute la maison, et personne n'a demandé si j'étais vivante, si je souffrais, si j'avais peur. J'ai appris que l'invisibilité fait plus mal que la maladie, que la douleur physique est évidente, visible, mais la douleur de ne pas être vue est une blessure qui ronge de l'intérieur, silencieuse, lourde. Mais j'ai aussi appris quelque chose de nouveau, que se voir soi-même est le premier pas pour apprendre aux autres à voir. Que lorsque j'ai refusé d'être seulement la table mise, la grand-mère dévouée, l'ombre sur le canapé, quelque chose en moi est né de nouveau. L'artiste a ressuscité. La femme qui regardait la toile blanche et voyait des possibilités avant de voir la peur. La femme qui utilisait les pinceaux, les couleurs, pour raconter des histoires, mes histoires, des couches d'oubli et de honte, mais aussi de courage. Aujourd'hui, mes journées ont l'odeur de la peinture fraîche, du rouge à lèvres rangé, de pas qui ne tremblent plus autant. Le miroir me renvoie une femme qui porte ses rides, oui, mais qui porte aussi la lumière. Qui ne se reconnaissait plus, mais qui se reconnaît enfin entière. J'ai découvert que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action, malgré la peur. C'est sortir de chez soi avec le rapport ouvert, c'est signer des contrats, c'est laisser les larmes couler en public. C'est dire « je veux aussi exister » et ne pas attendre la permission. La vérité, c'est qu'assumer la douleur, avouer que j'ai été ignorée, c'était porter un poids que je pensais ne jamais pouvoir supporter. Mais ce poids m'a façonné. Il m'a appris à valoriser chaque geste de bonté, chaque sourire que je choisis aujourd'hui, chaque coup de pinceau que je donne sans culpabilité. Je réalise aujourd'hui que le respect de soi ne se gagne pas avec des cris. Il se construit dans le silence qu'on érige, dans le respect que j'impose à mon corps, à mon image, à mes désirs. Le respect de soi, c'est dire « j'ai besoin » et permettre que ce besoin soit satisfait. Il y a une nouvelle paix en moi. Une paix qui n'efface pas la présence de la maladie, ni les ombres du passé, mais qui me soutient, qui me fait me sentir entière, qui me permet d'aimer à nouveau, y compris moi-même, sans me perdre dans le processus. Et cette leçon, la plus douloureuse, mais la plus vraie de toutes, c'est que nous ne devons pas notre paix à la compréhension des autres. Parfois, nous devons la créer de nos propres mains, au centre du monde qui nous a ignorés. Aujourd'hui, quand je regarde l'enveloppe vide du rapport rangé, je ne vois pas un symbole de peur, mais de victoire, parce qu'elle a été le témoin de tout, de mon invisibilité, de mon désespoir, de mon choix pour moi-même. Si aujourd'hui quelqu'un me demande qui je suis, je réponds d'une voix ferme. Je suis Hélène Moreau, pas seulement mère, grand-mère, épouse d'un passé. Je suis une femme de lutte, une artiste de couleur, une présence à soi. Et si vous, qui êtes assis là, vous sentant invisible, parlant au mur, sachez, il n'est pas nécessaire d'attendre que quelqu'un vous voie pour exister. Parfois, il faut se lever, peindre son propre tableau,
laisser visible ce qui fait mal, ce qu'on aime, ce qui exige d'être vu, avant que le monde ne décide de voir pour vous. Car en fin de compte, la plus grande liberté que j'ai trouvée, c'est de me voir moi-même, de reconnaître ma valeur, et seulement alors, de laisser le monde voir aussi. Quand je suis rentrée à la maison, non pas cette maison que j'ai quittée, mais la maison intérieure, j'ai découvert que mes murs avaient changé. Chaque tableau que j'ai peint a commencé à être demandé. Des gens que je ne connaissais même pas m'envoyaient des messages pour louer les couleurs, la vie, le courage. Mon art a cessé d'être une curiosité occasionnelle pour devenir une voie publique. La galerie Marée Haute a doublé les invitations. D'autres galeries, en dehors de la ville, ont également souhaité mes toiles. J'ai été invitée à des foires, à des événements. Ces voix autrefois silencieuses demandaient maintenant des interviews, voulaient entendre mon histoire. Et je racontais, en évoquant toujours le rapport, le silence, la peur, car je ne peux pas effacer les cicatrices, mais je peux les montrer comme faisant partie de l'œuvre. Ma santé a fluctué, bien sûr. Les séances de traitement continuent. Il y a des jours de douleur. Il y a des matins où je me sens fragile. Mais cette fois, je porte une armure invisible, ma dignité. Et je réalise que les soins viennent des médecins, de l'alimentation, du repos, mais aussi de la fierté. Mathieu a commencé à visiter l'atelier. Pas avec des questions froides, il est venu avec des fleurs, avec des regrets, à demander la permission de parler, d'écouter, à présenter des excuses sincères. Tout cela a pris du temps, mais c'est arrivé. Chloé a montré plus de sensibilité. Léa m'appelle maintenant pour montrer mes toiles à ses amis. « C'est mamie qui a peint ça ?» demande-t-elle. Et elle sourit quand je dis oui. La famille a-t-elle changé? Pas complètement. Pas comme dans un conte de fées. Il y a encore des jours tendus, des reproches voilés, des moments où je me sens à nouveau comme un objet de décoration. Mais je sais quelque chose que je ne savais pas avant. Je peux me retirer. Je peux prendre mes distances. Je peux dire non et être en paix avec moi-même. Mon exposition à New York est devenue une réalité. J'ai vu mes toiles accrochées dans une galerie d'art internationale, des visiteurs les regardant, les photographiant. Un critique a dit que Hélène Moreau a apporté la vision de quelqu'un qui a vécu invisible et est devenu visible. Ces mots m'ont fait mal. De bonheur, de reconnaissance, de nostalgie aussi. Aujourd'hui, je vis dans un appartement plus petit, pas dans l'ancienne grande maison, avec vue sur les arbres, le soleil du matin, la mer au loin. Je l'ai décoré avec mes peintures, des couleurs vives, avec une certitude de rire. Mes journées sont faites de café fort, de pinceaux tachés, de visites à l'atelier, de conversations intimes avec des amis artistes qui voient le monde avec les mêmes blessures. Le rapport médical est toujours rangé. Pas comme un fardeau, mais comme un témoin. Parfois, je le regarde et je ressens un frisson. Mais je sens aussi que j'ai gagné, que je n'ai pas permis à la maladie de me définir, que j'ai permis à la vie, ma vie entière, de se manifester malgré la peur. Isabelle reste avec moi comme conservatrice et amie. Juliette me rend visite, apporte des cadeaux simples, une nouvelle peinture, un pinceau différent, un geste d'attention. Martine m'écrit des lettres, des excuses tardives, des gestes de chaleur. J'ai vu votre exposition sur Internet, j'ai pleuré. J'ai réalisé que votre douleur m'a appris à voir ce que j'ai aussi réduit au silence. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas revenir à chaque jour où je me suis sentie invisible et arracher les mots qui ne m'ont pas été dits. Mais je réalise que le présent peut tout réécrire, que mes choix maintenant, d'accepter des invitations, de refuser des exigences, façonnent l'avenir. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme marquée. Les rides se sont creusées, les cheveux blancs se sont répandus, mais je vois aussi une lueur dans les yeux qui n'existait pas, une paix qui a fleuri sur le territoire de la douleur. Aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un dire « Vous avez été courageuse », je sens que oui, mais je sens aussi quelque chose de plus, que pouvoir être courageuse n'est pas un mérite. C'est une nécessité. C'est la dernière ligne qui sépare ceux qui vivent de ceux qui ne font que survivre. Mon histoire est devenue quelque chose de plus grand que moi. Elle est devenue une inspiration. Et tant de gens m'écrivent en disant qu'ils ont vu dans ma décision un miroir, qu'ils ont enfin compris qu'ils méritent aussi d'être vus. Si je pouvais remonter le temps, je montrerais à la Hélène qui gardait le rapport sur la table. Tu vas voir que le manque de voix se transformera en art, que ta présence sera une protestation,
que ton courage sera reconnu. Et peut-être, plus que tout, j'ai appris que nous ne sommes pas seuls, même quand il semble que nous le soyons. Parce que lorsque vous vous choisissez, être seul devient votre forteresse, pas votre sentence. Et c'est pourquoi, aujourd'hui je sais que réussir à voir et à être vue est le plus grand succès qu'une femme invisible puisse remporter. Chaque peinture, chaque exposition, chaque larme que je me suis permise de verser s'est maintenant transformée en un écho, non de douleur, mais de triomphe. Et si demain, par malchance, quelque chose de mauvais arrivait, je saurais que j'ai vécu, que j'ai résisté, que je suis devenu un fait visible, indélébile, digne, parce que ma vie est enfin la mienne. Si vous m'écoutez maintenant, je veux que vous vous arrêtiez une seconde, respirez profondément, sentez votre poitrine. Demandez-vous, combien de fois avez-vous laissé une douleur cachée, un cri silencieux, un diagnostic, une vérité non dite, en attendant que quelqu'un voie pour vous? J'ai vécu ça. Le rapport était visible. Je les entendais l'ignorer, faire semblant, mourir d'envie de demander de l'aide, sous forme d'un câlin, d'une question, d'un soin, jusqu'à ce que je décide. Ma voix ne sortirait plus de la bouche des autres, mais de ma peinture, de mon corps, de mon choix. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, cette partie qui fait mal, qui crie, qui se sent invisible, méprisée ou réduite au silence, commentons ensemble. Je mérite aussi d'être vue. Dites-le dans les commentaires. Partagez cette phrase avec ceux que vous croyez être en train de s'effacer, qui ont oublié leur propre nom. Partagez cette histoire avec ceux qui ont besoin de savoir que ce n'est pas une faiblesse de ressentir. Ce n'est pas une erreur de vouloir le respect. Et ce n'est pas une honte de reconnaître que vous existez. Pour de vrai, si vous le pouvez, identifiez quelqu'un qui a toujours été à vos côtés, ou quelqu'un que vous aimeriez avoir à vos côtés. Que votre parole soit un pont de bienveillance. Si vous le souhaitez aussi, dites-moi, quel sera votre prochain coup de pinceau? Quelle sera votre action, silencieuse ou forte, qui dira « Je me choisis ». Vous pouvez utiliser votre don, votre créativité, votre parole, votre écriture, votre présence. Vous pouvez dessiner, chanter, écrire, peindre votre corps, peindre votre cœur. Tout ce qui nous rend visibles. Tout ce pourquoi il vaut la peine de se battre, même si on pleure en cachette. Si vous avez décidé d'exister à nouveau, de prendre soin de vous, de chercher de l'aide, de partager votre histoire, rejoignez-moi. Cette chaîne continuera de présenter des histoires comme celle-ci. Des histoires de femmes qui étaient invisibles et sont devenues visibles. Qui ont reconstruit leur voix, leur art, leur indépendance. Qui ont imprimé dans le monde qui elles sont vraiment. Si cette histoire vous a fait réfléchir, sentir, trembler, partagez-la. Si elle vous a inspiré, dites « Merci, Hélène ». Si elle a allumé en vous une flamme de courage, dites « J'ai aussi du courage ». Et souvenez-vous, vous méritez d'être vu, vous méritez d'être entendu, vous méritez d'être traité avec dignité. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission de vous voir. Permettez-vous d'apparaître. Parce que, à la fin, la plus grande liberté n'est pas de changer le monde entier, c'est de changer l'endroit d'où vous parlez. C'est d'occuper votre propre espace, c'est de peindre votre propre histoire. Si cette histoire a vécu en vous, laissez un « j'existe aussi » dans les commentaires et partagez-la avec ceux qui ont besoin qu'on leur rappelle que, avant tout, nous sommes des personnes qui méritent la lumière, une lumière qui ne s'éteint pas avec le silence.